Bonjour à tous, bienvenue dans Dimanche en politique, votre émission de débat en Franche-Comté. Nous sommes ici en direct de la cour du Musée du Temps et de la place Granvelle de Besançon. À l'occasion des 24 heures du temps, on va se poser une question toute simple. L'horlogerie comtoise est-elle de retour comme au bon vieux temps? Comment sortir de l'ombre du prestigieux voisin suisse? Le succès de notre horlogerie passe-t-il par l'innovation ou par la tradition? Ces questions, on va les poser à nos 4 invités. Je vous les présente tout de suite. D'abord, Pierre-Alain Bérard. Vous êtes responsable de la marque LIP, fondée en 1908 et de nouveau exploitée en Franche-Comté au sein de la Société des montres byzantines basée à Châtillon-le-Duc. Également sur ce plateau, William Berthet, ingénieur conception à Berthet Horlogerie, une manufacture qui a le label Entreprise du patrimoine vivant et qui fête cette année ses 130 ans. Vous êtes installé à Charmaux-Villers et à Villers-le-Lac dans le Haut-Doubs. Sur ce plateau aussi, Sébastien Thibault, enseignant à l'École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques, l'ENSEM. Également, vous travaillez également à l'Institut FEMTO-ST. Vous formez en quelque sorte les horlogers de demain et vous réfléchissez aussi aux montres de demain. Et puis Laurent Sage, un œil averti du secteur, fin connaisseur de l'horlogerie. Vous êtes directeur des études économiques et territoriales à la Chambre de commerce et d'industrie du Doubs, spécialiste donc du secteur de l'horlogerie. Bonjour à tous les 4. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme d'habitude, vous pouvez vous aussi participer à cette émission en la commentant sur les réseaux sociaux avec le mot dièse qui s'affiche, Dimpol FC comme Dimanche en politique Franche-Comté. Alors messieurs, la Franche-Comté est généralement considérée comme le berceau de l'horlogerie française. Monsieur Bérard, ma question est simple. Est-ce toujours le cas? On peut dire que c'est toujours le cas, oui. La Franche-Comté, c'est toujours le plus gros nombre d'emplois de l'horlogerie française, et de loin. Et puis, on reste au niveau des sous-traitants très très présent, même par rapport aux voisins suisses. On garde un vrai savoir-faire, que les capitaux soient français ou suisses. Monsieur Berthet, il y a eu une grosse crise dans l'horlogerie. Est-ce qu'on peut parler de renaissance véritablement aujourd'hui? Alors de renaissance, oui et non. Il y a eu plusieurs crises. Il y a eu la crise de 2008-2009 qui a posé des problèmes à toute l'industrie de manière générale, mais à l'horlogerie également. Récemment, un peu plus récemment, il y a eu des problèmes, notamment au niveau de la Suisse, lors du changement du cours du franc suisse, quand il était presque à parité avec l'euro. Ça a posé énormément de problèmes à notre voisin et donc indirectement à nous. Et récemment, donc, il y a 2 ans, il y a eu un dernier problème au niveau de la Suisse, mais là, c'est en train de revenir petit à petit. Donc il y a à nouveau des emplois dans le domaine, etc. Donc on sent que ça revient. On va y revenir évidemment dans cette émission, mais d'ores et déjà, clairement, c'est la Suisse qui donne le ton dans ce secteur. De toute façon, le voisin est vraiment très proche, donc on ne peut pas faire sans. Eux, probablement que sur certaines parts du marché, ils peuvent faire sans nous, mais on est aussi indispensable à leur fonctionnement sur certains points. Sébastien Thibault, vous n'êtes pas franc-comtois d'origine. Est-ce de la flagornerie quand on dit que la Franche-Comté, c'est le fer de lance de l'horlogerie française? Absolument pas, c'est effectivement le cas. La Franche-Comté est vraiment associée à l'horlogerie française et internationale. La plupart des pays d'ailleurs connaissent Besançon pour l'horlogerie et les microtechniques, et particulièrement l'horlogerie qui est le berceau des microtechniques. Et encore aujourd'hui, oui, c'est le berceau, et c'est là où il y a également, comme on vient de le dire, le plus grand nombre d'employés. Et des formations? Alors beaucoup de formations, même s'il existe des formations horlogères à l'extérieur de la Franche-Comté, mais notamment en ingénierie et également en horlogerie. Il y a un très grand nombre de formations qui existent, le Greta, vous avez le lycée Edgar Faure de Morteau, vous avez également donc, l'école qui forme des ingénieurs, par des horlogers, mais des ingénieurs, aussi bien en apprentissage qu'en formation initiale. Et un certain nombre de nos étudiants finissent dans le secteur horloger, suisse, dans certains cas, et également français, voire international. Vous, je le disais, vous n'êtes pas de la région à l'origine, vous êtes venu ici parce qu'il y a ce savoir-faire? Oui, alors l'ENSEM est une école particulière dans le sens où le premier rôle de l'ENSEM, c'était une école nationale d'horlogerie. Et cette école a évolué au fur et à mesure du temps, et notamment a évolué avec la crise de l'horlogerie,
puisqu'avec la crise de l'horlogerie, on formait des ingénieurs qui avaient vocation notamment à être des ingénieurs pour l'horlogerie. Sauf qu'aujourd'hui, dans les années 70 et 80, l'effondrement de l'horlogerie, notamment par l'arrivée de l'horlogerie à quartz, eh bien, a fait qu'on a dû changer nos formations. Néanmoins, on a toujours eu ce fil rouge lié à l'horlogerie. Laurent Sage, on parle de l'horlogerie comtoise. Qu'est-ce que ça représente économiquement parlant, ce secteur d'activité ? Alors c'est plusieurs choses, on a parlé de sous-traitance, hein, on a parlé de marques horlogères, on peut parler des gens qui sont dans l'écosystème de formation aussi. C'est environ 2500-3000 personnes sur la Franche-Comté. Alors ça se concentre beaucoup bien sûr sur le bassin de Besançon, le Pays horloger et le Haut-Jura. Il faut aussi citer les travailleurs frontaliers, puisqu'en fait c'est un bataillon énorme de l'horlogerie suisse. Aujourd'hui il y a à peu près 55 000 salariés dans l'horlogerie en Suisse, dont un tiers de frontaliers français. Et parmi ces frontaliers français, il y en a environ 15 000 qui sont franc-comtois. Et qui ramènent aussi beaucoup d'argent. Économiquement, c'est très important pour la Franche-Comté, évidemment. Alors c'est très important, ça représente de l'ordre de 1,5 milliard d'euros en termes de salaire chaque année. Vous parlez de l'importance de la Suisse, vous parlez de la sous-traitance. Est-ce que ça veut dire qu'on est, ici en Franche-Comté, dépendant entièrement de la Suisse pour ce qui concerne l'horlogerie ? Grosso modo, oui, on peut le dire. C'est-à-dire que rien ne peut se faire sans un regard sur la Suisse, sur ce qui fonctionne là-bas, sur ce qui fonctionne moins bien, et s'inscrire en creux par rapport à certains succès ou certaines difficultés suisses, ça a beaucoup de sens. Maintenant, on a aussi une autonomie dans notre capacité d'innovation, notamment sur les marques. Je pense à la renaissance de la marque LIP, typiquement. Ça ne dépend pas de la Suisse, ça dépend beaucoup de nous. Enfin, de vous, Monsieur Bérard. Monsieur Bérard, ouais. Non, vous confirmez, vous vous êtes développé sans forcément regarder ce qui se passait de l'autre côté de la frontière ? Premièrement, effectivement, on s'est développé sans regarder ce qui se passait de l'autre côté de la frontière, puisque nous avons les ressources sur la Franche-Comté seule. Et pour, je dirais, clôturer sur le voisin suisse, les montres Swissmade sont fabriquées en majorité par des jeunes Français qui se lèvent tôt le matin, des jeunes Français, des jeunes Françaises qui se lèvent tôt le matin, qui passent la frontière et qui vont donc fabriquer ces pièces de l'autre côté de la frontière. Donc le savoir-faire, il est au corps dans la région, simplement il se lève tôt le matin, il prend sa voiture pour aller travailler en face. Mais est-ce que ça, c'est pas un échec de notre tissu entrepreneurial à nous ? Alors, on ne va pas se voiler la face, oui, ça aurait été mieux. L'histoire est ce qu'elle est, et effectivement, il aurait été préférable que les emplois restent dans la région. Les Suisses ont su faire le dos rond et conserver ce savoir-faire avec l'explosion, le retour des grandes marques suisses dans les années 80, 90, 2000, où le mécanique est revenu à la mode et ils ont survécu donc à la crise du quartz. Une société comme LIP, effectivement, est passée à travers 2 dépôts de bilan avant de renaître aujourd'hui. Mais moi, je suis persuadé que pour répondre à la question de l'émission, on voit tout un tas de jeunes entrepreneurs, bisontins, franc-comtois, qui refont des choses, refont des très belles choses, des nouvelles marques qui se créent. Et on assiste, je pense honnêtement, on assiste au renouveau de quelque chose aujourd'hui. Sébastien Thibault, vous qui les formez en partie, les futurs horlogers, vous confirmez, aujourd'hui, ils partent où vos élèves une fois diplômés ? Alors, on ne va pas le cacher, c'est de la même manière quand ils partent dans l'horlogerie, parce que nos élèves ne sont pas formés que pour aller dans l'industrie horlogère, même si une grande partie qui y va, ça peut varier entre 20 et 30% par promotion. Le gros avantage de nos élèves, c'est qu'on les forme, mais on les forme également à être ingénieurs et ne pas être horlogers. Et ce qui peut faire une différence en Suisse, c'est qu'ils ont aussi une vieille histoire, ils ont une capacité à refaire des choses très innovantes, mais toujours en gardant leur histoire et leur mode de fonctionnement. Et on voit beaucoup de nos jeunes également revenir. Ça c'est aussi un point à dire. Comme on vient de le dire ici, il y a pas mal d'entreprises qui se remontent, et notamment des jeunes qui sont partis dans l'industrie horlogère suisse et qui veulent faire autrement et qui se réimplantent ici.
Et ce qu'on leur a appris, ils ont la culture franc-comtoise, la culture française, et ils ont une capacité d'innovation à être en rupture potentiellement avec des choses qui peuvent se faire en Suisse. William Berthet, vous êtes sorti d'école récemment, il y a 1 ou 2 ans je crois. Il y a 2 ans, oui. Vous avez été formé où? Alors j'ai suivi une formation en Suisse, juste de l'autre côté de la frontière, malheureusement, mais c'était malheureusement pas dans votre école, mais c'était donc une formation d'ingénieur microtechnique avec spécialité horlogerie. Et pourquoi avoir choisi la Suisse plutôt que la France pour la formation? C'est mieux réputé en Suisse? Qu'est-ce que c'est, la proximité géographique puisque vous êtes dans le Haut? Quels étaient les critères de votre choix? Pas spécialement la renommée de la Suisse, mais de manière générale, ça s'est fait comme ça. C'était, je pense, la proximité. J'habite à Morteau et l'école en Suisse dans laquelle je suis allé durant une partie de la formation était à Neuchâtel, puis au Locle, donc à 10 minutes en voiture. Donc pour le type de formation qui certes aurait pu être à Besançon, c'était plus proche pour moi. Mais la qualité est la même. Laurent Sage, s'affranchir de la Suisse, c'est possible? C'est toujours difficile. En tout cas, faut en tenir compte. Je crois qu'on met le doigt sur un point, c'est finalement, il n'y a pas tant d'horlogers que ça dans l'horlogerie. D'accord ? La plupart des gens qui travaillent dans l'horlogerie ne sont pas horlogers, ils vont être logisticiens, ils vont être ouvriers assembleurs, poseurs d'aiguilles, microtechniciens, beaucoup. On pourrait citer aussi le lycée Julag, à côté du lycée de Morteau, sur ce registre-là. Donc il y a des bataillons, je dirais, de gens qui ne sont pas horlogers, et même probablement que la part des horlogers est inférieure à 5% dans l'industrie horlogère. Mais ce foisonnement, vous le constatez parce que vous avez une hauteur de vue sur le secteur économique horloger. Le foisonnement des marques, là, ce qui se passe en ce moment de ce côté-ci de la frontière, c'est anecdotique ou il y a un réel mouvement? C'est vraiment une réalité. On est contacté régulièrement par des gens qui ont de très bonnes idées. Alors on a la capacité de fabriquer des montres qui sont en partie françaises, qui peuvent être suisses aussi, qui peuvent être labellisées Swiss Made, etc. La difficulté aujourd'hui, c'est de les vendre, tellement les bouleversements dans la distribution sont énormes. On pourra en reparler. On va en reparler, ouais. Mais on a tendance à dire donc que la Suisse donne le ton, que ça repart. Vous le constatez aussi, le rebond? J'ai cru comprendre que vous mettiez en doute parfois les chiffres avancés par la Fédération horlogère suisse. Alors peu de gens expriment ce sentiment de remise en question des chiffres suisses. Sur le fond, on voit bien que le Salon mondial de l'horlogerie, le Basel World, est en difficulté aujourd'hui. Donc c'est quand même un des symptômes de cette filière. Il a perdu la moitié d'exposants en 1 an, a été réduit de 2 jours. 30% de distributeurs en moins qui visitent ce salon. Donc c'est quand même, ça n'est pas une mince affaire. Il y a un autre salon qui se développe, c'est le salon de la haute horlogerie à Genève. Alors on peut penser que c'est un jeu de vase communicant. En fait, c'est pas le même concept et pas la même ampleur. Mais c'est symptomatique d'une crise qui perdurerait contrairement à ce qu'on nous raconte? Clairement. Alors est-ce qu'on peut parler de crise? Moi, j'ai tendance à parler non pas de reprise, parce que crise, reprise, mais plutôt est-ce que c'est une résilience à nouveau de l'industrie horlogère, comme elle a été capable de le faire plusieurs fois, avec de nouveaux codes, notamment en distribution, de suivi des clients, de capacité de réparer les montres aussi, les services après-vente, qui ont été un peu négligés globalement à l'échelle de la filière. Oui, il se passe quelque chose, c'est une crise aussi forte que celle des années 80 probablement. Oui, allez-y. Nous, ce qu'on constate, pour rebondir, le marché est en train de changer au niveau de la distribution. Vraiment est en train de changer au niveau de la distribution. C'est tout simplement Internet qui... alors Internet est présent dans notre travail depuis très longtemps, mais des phénomènes nouveaux comme les jeunes marques qui naissent sur Kickstarter. Nos distributeurs sont en grande difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'achète plus forcément des montres dans les boutiques. Aujourd'hui, on n'achète plus les montres dans des boutiques et le marché est en train de se restructurer. Et effectivement, je pense que la distribution va vraiment souffrir dans les années qui arrivent. Et nous, par ricochet, aussi,
il y a un grand changement face à nous. C'est-à-dire que vous, par exemple, pour LIP, vous êtes à fond sur la tradition, vous remettez au goût du jour une marque qui est très forte, mais il faut aussi innover, et pas forcément que dans les mécanismes, que dans la montre, il faut aussi innover sur la manière de vendre, c'est ça qu'il faut comprendre ? C'est mon point de vue, hein, il peut être débattu, mais je pense qu'aujourd'hui c'est le plus important. Aujourd'hui c'est le plus important. On est présent à l'export sur des marchés qui n'existaient pas il y a 5 ans. On est présent à l'export sur des marchés avec des réseaux de distribution qui n'existaient pas il y a à peine 5 ans. Une montre sur 2 qui se vend en Asie, puisque LIP est présent à l'export uniquement en Asie. Une montre sur 2 qui se vend en Asie, c'est sur Internet et avec des réseaux qui n'existent même pas en France, comme comme WBAO ou WeChat. C'est des choses qu'on ne connaissait pas il y a 3-4 ans. On parle d'avenir et d'innovation, on reviendra au mode de vente, mais Monsieur Thibault, on parle beaucoup des montres connectées, on a pas mal de questions là-dessus. Est-ce que c'est aussi un domaine dans lequel forcément la recherche doit investir ? Alors, c'est déjà le cas. Il y a déjà des projets en cours, il y a des projets qui démarrent. Par exemple, c'est un exemple de l'industrie horlogère suisse, pour encore reprendre, où ils ont mis du temps à aller sur ce créneau dessus. Il y a plusieurs segments aujourd'hui de la montre. La montre connectée en est un. Il y a aujourd'hui aussi un segment sur la montre connectée et mécanique, où on met les deux en phase. Parce que tout simplement, aujourd'hui, le cadre dynamique qui peut se payer une montre un peu haut de gamme est aussi intéressé par une montre connectée pour ses activités professionnelles. Donc ça, c'est des activités de recherche. On a des choses qui sont démarrées là-dessus, d'ailleurs, dans le cadre de plusieurs projets. Et ça se développe, effectivement, mais il faut être en avance également sur ce segment. Vous travaillez sur une plateforme de recherche qui s'appelle Momeka, qui est soutenue à hauteur de plusieurs millions d'euros par la Banque publique d'investissement notamment. C'est ambitieux, hein, votre objectif, c'est relancer l'horlogerie haut de gamme en France. Le Made in France, ça veut dire encore quelque chose ? C'est un argument de vente pour l'horlogerie ? Je repense forcément à la Suisse là. C'est encore un argument de vente à condition de ne pas copier la Suisse, parce que je pense que la France a tous les arguments de vente, effectivement, pour montrer qu'on a des capacités d'ingénierie, d'innovation, les matériaux, les procédés, la façon de concevoir des systèmes qui peuvent être différents. Par contre, si on essaye de copier, effectivement, vous voyez le collègue suisse à côté de nous, on n'a pas réellement de créneau là-dedans. William Berthet, la montre de demain, on y réfléchit aussi forcément, même quand on est une entreprise qui a 130 ans ? Ben justement, moi je voulais rebondir sur l'aspect montre connectée. Je pense que, en tout cas me concernant, on travaille quasiment exclusivement sur de l'horlogerie mécanique. Et je pense vraiment que c'est un créneau complètement à part, qui est vraiment peu impacté par la montre connectée. Parce que la montre en soi est un objet qui, à notre époque, n'est plus utilitaire. Il est plus un objet d'apparat qu'on va porter parce qu'il est joli, parce qu'il est élégant. Et la montre connectée est plus justement dans l'aspect utilitaire. Et pour l'instant, à mon avis, encore trop peu exploitée. Les fonctionnalités qui sont sur les montres connectées, si c'est pour avoir les mêmes que celles sur le téléphone, c'est pas la peine. Donc il faut aller chercher plus loin. Notamment, j'avais entendu à un moment entendre parler du médical, avoir la montre qui peut donc tester le pouls à travers la transpiration, donner des informations qui seraient importantes. Mais pour vous, c'est pas essentiel d'aller sur ce terrain-là. Il y a un créneau aussi pour les montres traditionnelles. Oui, je pense que c'est vraiment deux créneaux qui ont peu de choses en commun. Sébastien. Alors pour rebondir là-dessus, le projet Momeka financé par la Banque publique d'investissement et qui regroupe 3 laboratoires franc-comtois et puis un laboratoire de Metz et puis plusieurs entreprises locales base principalement l'activité sur le relancement de l'horlogerie mécanique, puisque l'objectif est de reproposer des composants innovants ou des procédés de fabrication innovants sur des composants pour l'horlogerie mécanique. Laurent Sage, je vais vous faire réagir à une citation d'un patron de grande marque, c'est Carlos Rosillo, le patron de Bell & Ross. Il nous dit « Personne n'a la formule magique. Le luxe, à l'heure du digital, est encore à inventer. » Oui, alors, j'ai eu la chance de le rencontrer d'ailleurs à une époque.
Moi, je crois que la montre connectée est l'arbre qui cache la forêt du numérique. D'accord ? La numérisation, elle touche, on en a parlé, la distribution. Et c'est là que les enjeux, le combat est immense. Finalement, la montre connectée va peut-être plus menacer les 950 millions de montres à quartz produits chaque année et pas les 25 millions de montres suisses, dont d'ailleurs seulement 7 millions de mécaniques. Ouais. Hein. Je suis entièrement d'accord. La montre connectée menace la montre à quartz et pas du tout beaucoup moins la montre mécanique. C'est-à-dire qu'on est, comme disait William Berthet, sur un objet de décoration. Oui, se payer une montre mécanique, c'est avant tout un bel objet, c'est avant tout quelque chose de statutaire. Excusez-moi, messieurs, mais est-ce que le grand défi, c'est pas aussi les nouvelles générations ? Les jeunes ne portent pas forcément de montre. Est-ce que là-dessus, vous n'avez pas un immense défi à relever ? Un immense défi à relever et il ne faut pas minimiser l'impact surtout des géants du secteur au niveau de la montre connectée, puisque la montre connectée, en fait, vous avez deux géants qui représentent 90% du marché, on va pas citer les marques, et effectivement, une fois qu'ils ont pris la place au poignet, le défi pour nous, c'est que les gens se réapproprient le plaisir de la montre mécanique. Oui. Alors néanmoins, moi je le vois sur mes étudiants par exemple, beaucoup d'étudiants aujourd'hui, leur rêve c'est d'avoir une montre mécanique au poignet. Donc il y a quand même... L'objet est joli. L'objet est joli et lié à la région, à l'historique. L'objet fascine. Allez-y Laurent Sage. Sur la question du numérique, je pense que la menace est culturelle. C'est-à-dire qu'on le constate, le milieu horloger est un milieu de mécaniciens. Et d'ailleurs, ça c'est une vraie difficulté culturelle. C'est-à-dire que le numérique n'est pas dans la culture horlogère. Et les avertissements qu'on a tous vécus en 2008 au moment de la grande crise financière, qu'on menaçait l'horlogerie aussi à ce moment-là, ont été masqués par 10 ans de croissance en Chine pour l'industrie horlogère. Et finalement, entre-temps, le smartphone a envahi notre univers. Et ça sans l'horlogerie suisse. Et donc aujourd'hui, on voit des tentatives extrêmement variées, je veux dire parfois un peu désespérées, de certaines marques pour être présentes sur Internet. Elles sont déjà sur Amazon sans forcément le savoir. Voyez, donc on est sur un problème culturel. Les recrutements en Suisse actuellement dans l'horlogerie, c'est des data scientists, des webmasters, des animateurs de réseau. C'est typiquement la recherche de ça. Donc le défi du digital, c'est à la fois pour la montre en elle-même et pour la distribution, comme on l'a évoqué tout à l'heure. C'est les deux. Je suis entièrement d'accord. Le gros du défi, ça va être la distribution, la numérisation de la distribution. Il y a d'ailleurs des marques de luxe horlogères suisses qui investissent déjà les réseaux sociaux, qui font des événements sur les réseaux sociaux. Ils s'y mettent, même si c'est pas du tout dans la culture horlogère. Il y a aujourd'hui des marques qui ne sont présentes que sur Internet et des marques qui s'en sortent, qui vivent très bien. Allez, on a eu quelques questions par Internet. Je vous en livre une. C'est d'ailleurs une réflexion d'abord d'Eric qui nous dit, hormis Eta, les seuls mouvements que nos chères manufactures achètent sont asiatiques. Il cite Sigul et Miyota. Je me tourne vers vous parce que Miyota, par exemple, c'est japonais et Miyota, vous l'utilisez pour votre montre star, on va dire. Oui. Parmi les grands pays de l'horlogerie, vous avez la Suisse, vous avez la France et vous avez le Japon. Seiko est né à peu près en même temps que LIP. Et la qualité des mouvements japonais n'est plus approuvée. On est sur ce qui se fait de mieux au monde. Et je ne vois pas pourquoi on s'interdirait de travailler avec ces gens-là. Ça veut dire que ça ne sert à rien de faire du 100% made in France ou que ça coûterait bien trop cher sans une qualité équivalente? Ça va au-delà. Aujourd'hui, on n'en est pas capable. Je vais m'adresser à l'enseignant-chercheur juste à côté de vous. On n'en est pas capable aujourd'hui de faire aussi bien? On n'est pas capable de produire, en tout cas aujourd'hui, un nombre conséquent de mouvements qui permet entre guillemets, d'amortir le process de fabrication. Néanmoins, le projet Momeca a démontré ça, c'est ce que nous allons démontrer, d'avoir une entreprise étendue, donc de regrouper les compétences, notamment d'entreprise, pour présenter des possibilités d'avoir tout ou partie d'un mouvement mécanique qui sera mis à disposition notamment dans l'industrie française. Donc ça c'est en développement, le projet vient d'être terminé, mais l'objectif est de proposer ça dessus et je suis totalement d'accord avec ce point de vue-là. Aujourd'hui les mouvements japonais sont très fiables et très reconnus. C'est même pour moi les meilleurs mouvements qu'on puisse trouver sur le marché. Néanmoins, l'idée c'est de pouvoir reproposer ce genre de choses-là en France. William Berthet, sur cette concurrence asiatique?
Donc plus sur l'aspect du Made in France plutôt que de la concurrence asiatique, je voulais parler du fait que je connais pas assez bien le marché des mouvements à quartz, mais pour les mouvements mécaniques, c'est aujourd'hui impossible de faire un mouvement 100% construit en France mécanique, tout simplement parce qu'il y a des savoir-faire, notamment au niveau de l'échappement, tout ce qui est au niveau du balancier, l'échappement et les barillet qui n'existent pas en France. Vous avez vos propres montres, mais vous fournissez aussi beaucoup d'éléments, notamment pour des horlogers suisses. Oui, et notamment les boîtes de montres de poche, là c'est le contraire, c'est qu'en Suisse, ça n'existe pas un fournisseur de boîtes de montres de poche tel qu'on en fait. Les choses sont vraiment interconnectées. Hein. Oui, c'est le même écosystème. L'un sans l'autre, on est sur l'arc jurassien, d'un côté français, de l'autre côté suisse. Les choses sont interconnectées et il y a des savoir-faire qui sont d'un côté, des savoir-faire qui sont de l'autre. Tout ça fonctionne ensemble et l'un sans l'autre ne fonctionne pas. Il nous reste quelques secondes d'émission. Une toute dernière question. Alexandre vous demande comment ne pas réitérer les erreurs que par le passé on a fait une fois que notre territoire aura retrouvé toute sa place dans le domaine de l'horlogerie. Laurent Sage, à quoi va ressembler l'horlogerie de demain? On sait. Je rejoins ce que vous venez de dire, monsieur Béat. C'est dans une logique d'arc jurassien franco-suisse. La victoire, entre guillemets, sera partagée, hein, clairement. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci évidemment aussi à la brasserie Granvelle qui nous a accueillis ce matin. On est sur sa terrasse. Évidemment, jusqu'à ce soir, n'hésitez pas à venir participer, voir les très beaux objets exposés pour cette 5e édition des 24 heures du temps. Dans un instant, votre flash d'information en région. Et puis Dimanche en politique continue avec Francis Letellier qui reçoit ce midi Aurore Berger, la porte-parole des députés La République En Marche. Je vous souhaite un très bon dimanche. N'hésitez pas à venir ici, place Granvelle et dans la cour du Musée du Temps à Besançon. Bon après-midi à tous. Merci.